mercredi 16 mars. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres. Les conséquences sociales de la contribution pour la solidarité seront lourdes. La TVA sociale s'appliquera sur tous les produits de l'importateur au distributeur. Résultat, la note finale sera salée, plus 4% selon les prévisions. Les employeurs, eux, avertissent, ils ne pourront pas augmenter les salaires. Son retrait est d'ailleurs une des revendications de l'intersyndicale. On en parle avec Dimitri Pitoev, secrétaire général de Atiaïmois. Son témoignage a fait la une de la dépêche de Tahiti. Une globe-trotteuse russe a voulu faire le tour du monde à bord d'un voilier et se fait agresser. Le voyage se transforme en cauchemar, une pratique qui touche plusieurs victimes. Les créateurs de bijoux confrontés à l'imitation plus ou moins servile de leur création par des concurrents. Des artisans ne veulent plus subir, ils portent plainte et demandent au gouvernement de légiférer. Et enfin, nous irons à la rencontre de la famille Aloy de Mouria. Le père est maraîcher et accompagne chaque jour son fils qui rêve de devenir pêcheur professionnel. Dans cette famille, la transmission est une force, c'est notre Haïfénois. 1,5% d'augmentation sur tous les produits sauf les PPN à partir du 1er avril. Une TVA sociale pour éponger le déficit de la CPS, dixit le gouvernement. Les transitaires et importateurs l'ont déjà rebaptisée taxe sociale car elle se rajoute à chaque étape de la commande à la vente. 4%, c'est l'inflation estimée par certains commerçants. Les explications de Natacha Silagi, David Chang et Sandroli. Elle a déjà été rebaptisée taxe CPS par tous les grossistes et revendeurs de Polynésie. La fameuse TVA sociale, plus 1,5 d'augmentation sur le papier, inquiète la plus grosse enseigne de supermarchés du pays. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le gouvernement repousse l'application de cette contribution pour la solidarité, qu'on puisse se retrouver autour d'une table avec les instances professionnelles, le gouvernement, les partenaires sociaux et peut-être les grandes entreprises du territoire pour pouvoir trouver une contribution plus adaptée compte tenu du contexte, du nouveau contexte économique mondial aussi. Car la boîte de céréales achetée en rayon à Tahiti sera désormais taxée 5 fois depuis son transport en bateau au départ. Alors les transitaires font leurs calculs. Rajoutés aux taxes douanières et à la TVA, les hausses s'empilent. Nous, on l'ajoute. L'importateur ou le grossiste, lui, il a vu un coût supplémentaire. Il ne va pas le prendre pour sa poche, il va le répercuter. Il va le répercuter sur le dos du détaillant. Et le détaillant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le répercuter sur son dos, sur son prix de vente aux particuliers. Et voilà comment on en arrive à chaque fois à cumuler 1,5, 1,5, 1,5. Et à chaque étape, ça prend 1,5. Une taxe qui devrait rapporter 12 milliards au pays, directement versée dans les caisses de la CPS pour la sortir du gouffre. Les importateurs demandent qu'elle ne s'applique pas sur les produits alimentaires. D'abord, ce n'est pas une TVA sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déductible, c'est une taxe sociale. Donc elle se rajoute à chaque stade de l'importation du produit et ici du produit alimentaire. Donc si un article est acheté 1000 francs au départ, à la fin, il sera revendu au magasin, le magasin va le revendre au consommateur et au total, on aura une hausse de minimum de 4%. Une partie du secteur parle d'une hausse prévisible de 6 à 10% de l'inflation. C'est pire, je sais pas comment on va faire, mais il faut prévoir quand même quelque chose pour les petits. Pas bon pour nous encore, il faut toujours augmenter. C'est plutôt pour les petits qui gagnent pas beaucoup, quoi. C'est ça qui est inquiétant pour eux. Seuls les PPN seront épargnés. Pour le reste, augmentation très nette des prix à prévoir. Et c'est une grande première. Le patronat soutient les représentants des salariés dans leur mouvement. Tous sont d'accord pour dire que cette taxe sociale plombera les ménages, notamment les plus démunis. Mais le ministre de l'Économie et des Finances, lui, ne fera pas marche arrière. Chiquita Darouzès, Jérôme Lee. Une grève n'est jamais bonne pour l'emploi, mais cette fois, l'intersyndicale représentée par Atiaïmois et UNSA Éducation estime que le gouvernement va trop loin. Selon eux, cette mesure va à l'encontre de la relance économique. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'en plus de la baisse du pouvoir d'achat des salariés, on entame une période de ce que j'appelle la récession économique. Baisse de la consommation des ménages, qui est le principal soutien
du développement économique en Polynésie. Lorsque cette taxe leur avait été présentée en octobre dernier, elle était déductible. Tout le monde avait acquiescé, mais le ministre semble avoir changé la donne. Le gouvernement a absolument besoin de 14 milliards, mais il n'a guère détaillé à quelle caisse précisément de la CPS cette taxe allait être affectée. La retraite, les prestations familiales ou autres. Ça va nous permettre le versement des allocations familiales, autant au RGS qu'au RSPF, de poursuivre la prise en charge des prestations de vieillesse, donc les retraites, les 33 133 du RGS, du régime des salariés, et tout le reste qui sont au RSPF, le Moniro, et aussi à prendre en charge toutes les prestations de santé. Les arguments de l'intersyndicale ont été entendus par le MEDEF, mais aussi la CPME. Les deux organisations patronales sont d'accord sur le fond du mouvement, car elles aussi seront impactées. Les entreprises vont aussi, elles, subir un choc économique extrêmement important. Il faut se rappeler qu'on est quand même à la veille d'une crise mondiale, que ce soit pour les importations de matières premières, de produits transformés, de l'énergie, des charges que les entreprises n'ont pas été capables d'assumer. Le timing n'est pas bon, puisqu'on va mettre ça en 1er avril en place et on va créer notre propre inflation, en plus de l'inflation qui nous est amenée par le monde. Ce que je déplore, c'est que tout le monde se réveille 15 jours avant, j'allais dire comme d'habitude. J'aurais préféré qu'il y ait ces manifestations avant le vote de la loi le 23 décembre 2021. Alors justement, nous allons en parler avec Dimitri Pitouef. Yorana. Yorana, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être sur le plateau de la première. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération Atiaïmoua. Alors, on vient de l'entendre, le ministre de l'Économie et des Finances regrette que vous vous soyez réveillé trop tard, à 15 jours de la mise en place. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça, c'est de la com. Parce que nous, depuis au mois d'octobre, on l'a rencontré. On lui a dit qu'une TVA sociale, même déductible, c'était pas bon. Et qu'il fallait trouver un autre moyen de financer ou de boucher le trou. Sachant que Atiaïmoua a toujours été pour la réforme de la protection sociale généralisée et qu'on arrive à équilibrer les comptes. Et pourquoi n'avoir pas manifesté, comme il le dit, avant le vote de la loi en décembre dernier? Ah oui. La loi, elle a été votée le 23 décembre en catimini, juste avant Noël. Personne n'en a parlé. Le ministre a-t-il réuni les partenaires sociaux pour leur annoncer la donne? Nous a-t-il donné un document chiffré? Jamais. Et vous avez l'impression d'avoir été trompé, puisqu'au départ, on parlait d'une TVA déductible, mais finalement non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir été trompé? Absolument. Donc sur une TVA déductible qui pouvait être transitoire ou provisoire pour permettre de boucher des trous, on va dire qu'on était prêt à l'accepter, même si on pense qu'il y avait d'autres moyens. Très bien. Et en revanche, une TVA non déductible, quand on dit qu'il va y avoir 4%, comme je l'entends, non, ça peut être 1,5 à 20%. Ça peut être une moyenne de 10%. Donc qui va être impacté? Ceux qui aujourd'hui ont des petits revenus, qui consacrent tous leurs revenus à la consommation. 10% de plus, ils vont acheter 10% de produits en moins. Comment ils vont faire pour satisfaire tous leurs besoins? C'est compliqué. Et donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et mécaniquement, le SMIC est revalorisé en fonction de l'indice des prix. La première revalorisation interviendra en avril. Est-ce que cela suffira, selon vous, pour maintenir le pouvoir d'achat? Absolument pas, puisqu'on va, on va augmenter le SMIC en avril sur la base de l'inflation importée. Et quand il y aura la TVA, qui n'est pas une TVA, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Il faut arrêter de l'appeler TVA. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Quand elle va avoir ses effets, on va peut-être avoir encore 2, 3 ou 4%. Et puis quand le prix de l'énergie qui a flambé va avoir ses effets, on va peut-être encore avoir 2, 3 ou 4%. Et donc, on est dans des effets cumulatifs d'inflation à la fois mondiale et pourquoi créer notre dispositif d'inflation intérieure qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les ménages et qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les entreprises. Et donc tout ça, c'est pas favorable à l'emploi. Les entreprises vont pas s'amuser à embaucher. Ce qu'il faut savoir, c'est 2% du SMIC. C'est 2,8% de coût salarial, parce qu'il faut rajouter les cotisations. 2,8. On fait 4 fois la culbute à 2,8 s'il y a 4 augmentations du SMIC. 2,8, 5, 6, 11,2. Les entreprises se ramassent
en 2022, 11,2% d'augmentation du coût salarial. Comment vont-elles embaucher? Nous, on veut de l'emploi. Ne pourront pas effectivement venir compenser ce manque. Vous êtes également le président du COSER, du Conseil des retraites à la CPS, c'est donc un domaine que vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réellement besoin de 12 milliards de francs pacifiques, comme le ministre le précisait, pour payer les prestations familiales, les prestations de santé, pour remplir la caisse du RGS? Alors, le ministre nous dit « j'ai besoin de 12 à 14 ». Il nous dit, si j'ai un rendement supérieur, je baisse le taux. Mais il ne nous dit pas à quoi est destiné ce 12 ou 14. On n'a pas de document écrit, j'ai besoin de 12 parce que j'ai besoin de financer ça. Ben, il a dit, pour financer les prestations familiales, non, les prestations c'est pas vrai, de santé. c'est pas vrai. Quand on dit, je vais verser les retraites, c'est pas la contribution. C'est pas la taxe. Les retraites, c'est les cotisations. Les retraites qui sont financées par le pays, effectivement, c'est ce qu'on appelle le minimum vieillesse et l'allocation complémentaire de retraite. D'accord, ça. La charge supplémentaire 2022 sur laquelle le ministre s'est engagé, c'est autour de 800 millions. On est loin, pour la retraite, hein, pour la retraite. Moi, j'ai des documents, je suis administrateur à la CPS, j'ai reçu des documents qui me disent on a 3,5 milliards de déficit prévisible pour la maladie. OK. 3,5 plus 8, ça fait 4,5. Après, comment on arrive à 14, je ne sais pas. Vous êtes encore dans le Donc nous, ce qu'on demande, c'est une évaluation très claire. Vous avez besoin de temps et vous nous le justifiez. On bouche le trou au niveau où il faut boucher le trou. Et on trouve un moyen de financement pérenne en réunissant les partenaires sociaux à intégrer dans le budget 2023. Nous, on a l'impression... Nous, on est plutôt sur 8... Et lui, il est plutôt sur 14. Vous n'avez pas visiblement les mêmes chiffres pour terminer. Si, on a les mêmes, mais on n'a pas la même interprétation et la même vision. Très rapidement, pour terminer, le gouvernement annonce ce qu'il appelle un plan Marshall qui permettra, entre autres, d'encadrer les prix et donc de limiter l'augmentation des prix et donc le pouvoir d'achat des ménages. Il s'engage, par exemple, à réserver 500 millions de francs pacifiques pour contenir le prix de la farine et puis d'enlever la TVA sur les œufs. Est-ce que vous y croyez? Encore une fois, on sort du chapeau une mesure. On a appris qu'il y avait ce projet de l'API qui était déposé hier ou aujourd'hui au CESEC. Ils ont 15 jours pour rendre un avis. C'est quoi ça? C'est pas un plan Marshall. Un plan Marshall, c'est un plan de redressement. Le plan Marshall, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a redressé l'économie européenne parce que l'Europe était détruite. Là, c'est un plan de blocage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le gouvernement va se donner la possibilité de bloquer des prix. Très bien. Mais il ne va pas enlever sa TVA, il ne va pas bloquer l'augmentation des coûts de production des entreprises, les marges vont diminuer, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y aura de moins en moins de création d'emplois, il y aura peut-être même des licenciements, les entreprises vont chercher à tout traiter en interne. On dit, ce n'est pas la bonne méthode, sur la méthode, le gouvernement choisit sa méthode, soit, on lui dit, ce n'est pas la bonne, il persiste, il ne faut pas nous dire on se réveille à la dernière minute. On l'a dit, on l'a redit, on l'a rencontré, on l'a toujours dit. On n'a pas été entendu. Merci beaucoup, Dimitri Pitoueff, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Je rappelle que le rendez-vous est donné place Veille été dès 7h30. Une marche débutera ensuite vers 8h30 en direction du Haut-Commissariat. Une délégation sera reçue par le Haut-Commissaire Dominique Saurin. Le cortège se dirigera ensuite vers la présidence. Le texte, justement, sera étudié aussi par les représentants de l'Assemblée jeudi prochain. Je rappelle aussi que l'intersyndicale rassemble 6 syndicats dont UNSA Éducation. Cette mobilisation sera visiblement suivie dans l'éducation puisque plusieurs établissements seront fermés. 7 écoles à Papeete, 4 à Auréa, 2 à Mahina et enfin le CJA et toutes les écoles de Tevayuta ferment leurs portes aussi. De même qu'à Bora Bora, seule l'école maternelle de Vaipao ouvrira ses portes.
Le procureur de la République a tenu à apporter des précisions sur les peines encourues par le président Édouard Fritsch, l'ancien vice-président Thierry Alpha et la co-gérante du restaurant Gauguin. Contrairement à la métropole, l'amende de 4e classe de 16 000 francs n'est pas applicable en Polynésie. Les 3 personnes poursuivies encourent donc une peine dont le montant maximal est de 89 000 par contravention. Thierry Alpha risque donc une amende de plus de 530 000 francs, plus de 350 000 pour Édouard Fritsch et enfin 400 000 francs pour la co-gérante du restaurant. Partir en voilier autour du monde, un rêve très en vogue ces dernières années chez les jeunes. Les futurs équipiers se servent des réseaux sociaux pour trouver des capitaines prêts à les embarquer. Sauf que le rêve peut parfois se transformer en cauchemar. Cybèle Plichard et Mirko Vanfou ont recueilli les témoignages de plusieurs victimes de skippers peu scrupuleux. Regardez. Elle n'aurait jamais imaginé vivre une telle traversée du Pacifique. Embauchée comme skipper pour convoyer un catamaran en Australie, cette ressortissante russe a vu son capitaine changer de visage. Violent verbalement, il a fini par s'en prendre à elle physiquement. Il m'a attaqué sans crier cette fois. Il m'a foncé dessus et donné un coup de poing. Je lui ai répondu « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La jeune femme a dû s'enfermer dans sa cabine plus de 10 jours, affamée et assoiffée jusqu'à Tahiti. Une nuit, je me suis allongée. J'ai commencé à voir les étoiles. J'ai perdu conscience. Quand je suis revenue à moi, j'ai eu peur de m'endormir à nouveau. J'ai eu peur de ne plus me réveiller. Une histoire qui vient s'ajouter aux nombreux témoignages recueillis par ce groupe Facebook. Nous joignons par téléphone une autre victime originaire de Tahiti. Embauchée comme hôtesse, elle a dû affronter un skipper malveillant. Quand on est rentré sur le bateau, j'ai senti qu'il était un peu, on va dire, entreprenant. Et la nuit, il a voulu rentrer par les 2 portes. Il y avait 2 portes que j'avais verrouillées, donc avant d'aller me coucher. Donc j'ai pas du tout dormi de la nuit. Cette jeune femme d'une vingtaine d'années a fait confiance de son côté à un homme de 69 ans, recommandé par son entourage. Mais quelques jours, seul avec lui, ont suffi à révéler sa personnalité. Au début, ça a commencé par juste des compliments, un peu toute la journée. Et puis, ça a fini par carrément, j'ai envie de toi, j'ai envie de te caresser, de te toucher. Enfin, voilà quoi. Et on m'a même fait un cadeau, voilà, un petit peu, je sais pas trop si je peux le dire, mais bon, voilà, un cadeau très osé et complètement déplacé. J'ai eu peur pour vraiment mon intégrité physique, en fait. Depuis quelques années, le bateau stop est à la mode. Skippers et équipiers se rencontrent grâce aux réseaux sociaux. Directeur d'une marina depuis 20 ans, cet amoureux de la mer dénonce ses comportements. C'est complètement inacceptable et il faut en parler. Et il faut aussi que les gens soient sensibilisés à ça, ne jamais monter sur un bateau, éventuellement sans contacter les responsables des différentes capitaineries des ports. Allez voir mon ami Ken Vernoudon en ville, venez me voir ici à la marina, renseignez-vous sur les bateaux avant de monter à bord comme équipière. Renseignez-vous, c'est très important, votre sécurité est en jeu. Malheureusement, sur un millier de navigateurs qui sont très sains, qui sont très bien, on peut toujours avoir quelques loups au milieu. De son côté, l'association des voiliers de Polynésie lance le même appel à la prudence. Moi, en tant que marin femme, j'aurais juste un conseil à donner à toutes les jeunes dames qui veulent partir à l'aventure sur les mers. C'est de ne pas oublier qu'un bateau, c'est un tout petit lieu, clos, qu'on part sur la mer, que la mer n'est pas forcément un milieu facile, qu'on va partir pour plusieurs semaines et qu'il n'y a pas moyen d'en partir. Reste une interrogation, les skippers incriminés seront-ils inquiétés par la justice? Ces femmes déplorent une forme d'impunité et s'inquiètent de les voir repartir en mer avec de potentielles nouvelles victimes. Le coup de colère de Rameni et Heremoana à présent. Le couple d'artisans créateurs dénonce la concurrence déloyale de certaines personnes. Reproduction quasi identique de leurs bijoux, prix cassés lors de salons ou sur Internet. Ils demandent aux autorités de réglementer la profession. James O, Patita Savea. Là, il a fait des petits points, pareil, il a fait des petits points. Il a fait un petit dessin ici, il a fait la même chose. Voilà, ça c'est nous, ça c'est la copie. Des copies quasi identiques vendues 3 fois moins cher. Pour Rameni Buchin, trop c'est trop.
Elle interpelle les pouvoirs publics et réclame des sanctions à l'égard des contrefacteurs et des revendeurs. Hier, elle a rencontré des agents du service de l'artisanat. On leur a demandé une loi interdisant ou réprimandant tout ce qui est copier-coller au sens élargi. Parce que vous allez me dire, ouais, mais là c'est vert, l'autre côté c'est bleu, donc c'est pas copier-coller. Oui, mais dès l'instant pour moi où la confusion se pose dans l'esprit de l'acheteur, pour moi c'est que c'est trop proche. Et ça devrait être puni. Ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui. Hiro Owen, dont la réputation n'est plus à faire, se souvient d'un fait qui s'est produit il y a plus de 20 ans et qui le fait sourire ce matin. Ma fille qui travaille au service du tourisme qui me prévient, qui m'appelle. Papa, comment ça se fait? Tu as embauché des vendeuses qui passent un peu dans les bureaux, un petit peu comme on fait aussi un peu maintenant. Je dis du tout, c'est pas du tout. Mais j'ai deux dames ici au bureau, enfin dans le service du tourisme, avec une valise pleine de parures Hiro Owen, avec ton catalogue. C'est quoi ce problème? Après avoir mené sa petite enquête, il s'agissait de contrefaçon, mais les bijoux sur les photos étaient bien des créations Hiro Owen. Il soupçonne un exposant du Salon de Paris d'être à l'origine de l'escroquerie. Un graveur confirmé, ici, qu'il a payé le déplacement sur les Philippines pour former les Philippins. C'est ça qui est grave, pour former les Philippins. Alors, et c'est ça, ce sont des produits qui sont issus de cette formation qu'il a fait avec les Philippins, qui sont revenus après ici. Face aux multiples contraintes administratives pour essayer de protéger ses créations, Hiro Owen a finalement décidé de renoncer. Pour lui, aujourd'hui, la seule et vraie protection, c'est avant tout la qualité de ses réalisations. Place à notre volet réservé à l'élection présidentielle. Les récents sondages le hissent dans le top 3 avec 13,5% des intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon se présente pour la 3e fois consécutive grâce à une investiture populaire. Son programme pour les Outre-mer est le même que celui de 2017, mais il y ajoute quelques engagements bien concrets. De même, sa vision de la diplomatie est centrée sur les territoires ultramarins. Les détails avec William Cromwell. 4 entrées directement à l'attention des Outre-mer et des précisions ultramarines pour des projets de portée nationale. Pour la justice, par exemple, Jean-Luc Mélenchon exige une formation préalable sur les Outre-mer pour les magistrats qui y seraient nommés. Mais à la base, il y a ce qui constituait le cœur du programme de 2017, la planification écologique, l'activité humaine en fonction de l'environnement. Et là, les Outre-mer ont un temps d'avance sur l'Hexagone. J'avais été très friand des trouvailles des Réunionnais. Et si vous voulez, mon regard, par habitude, par expérience, parce que je viens, fait que loin de considérer les DOM, la Guyane, la Réunion comme en quelque sorte des régions ultra-périphériques, exotiques et lointaines, mon raisonnement est que c'est plutôt qu'ils représentent quelque chose qui est à l'œuvre, y compris sur le territoire de l'Hexagone, mais l'Hexagone ne le sait pas. Et les Outre-mer ont aussi accumulé des retards, d'où cet autre chapitre, série de propositions pour en finir avec l'abandon des Outre-mer. Alors, après, c'est une affaire d'évaluation, parce que des gens qu'on abandonne trop longtemps, ils se sentent méprisés, ils disent pourquoi ils nous laissent tomber comme ça, hein. Oui, je crois qu'il y a le sentiment d'un mépris, et puis quelque chose qui est en train de se casser, qui est plus délicat, vous savez, ça s'appelle l'amour, quoi. Si tout d'un coup on a l'impression que l'Hexagone, Paris, on n'a rien affiché à la Guadeloupe, eh ben c'est traumatisant. Continuité territoriale, apprentissage et diffusion des langues et cultures régionales, protection de l'emploi local sont autant d'engagements. Surtout que le monde change. Les Outre-mer mettent la France partout sur le globe, notamment là où se dessinent les nouvelles relations internationales. Si je suis élu, je me considérerai comme un chef d'État latino-américain, parce que les Français sont présents dans l'océan Indien, sont présents dans l'océan Pacifique, et par le biais des Amériques, nous avons l'ère dans laquelle, aujourd'hui, le commerce avec l'Asie est en train de se construire. Plus concrètement, le candidat de l'Union populaire s'engage aussi à garantir un droit à l'eau potable dans tous les Outre-mer, et cela coûte que coûte.
Moi, je prendrais des mesures, extrêmement drastiques sur l'approvisionnement en eau. Ce n'est pas des gendarmes que j'enverrai, c'est des pelleteuses et des tubes pour rétablir les canalisations et dire je vous promets que c'est fini dans 6 mois, 7 mois ou 5 mois. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. Mais je ferai ça. Au programme également un plan de dépollution du chlordécone, un rattrapage pour la protection de l'enfance, une révision des niches fiscales, de même qu'un jour férié, le 4 février, pour que toute la République commémore l'abolition de l'esclavage. Et Thévaillard Fribourg reviendra plus en détail sur ce que Jean-Luc Mélenchon prévoit pour la Polynésie dans votre émission L'invité café. Une vie traditionnelle tout en culture polynésienne. À Moorea, le père, ancien maraîcher, cultive encore son jardin et son fils rêve de pêche professionnelle. Entre l'un et l'autre, une complicité dont la force vient de la transmission d'un savoir-faire familial. Stéphane Ratino et Patita Savea. Ils se comprennent d'un regard. Aloy le père et Warren le fils, c'est une histoire où le murmure des éléments tient toute sa place. L'aîné est plutôt terre, le plus jeune plutôt mère. Une belle association. Dans le matin, au bout de leur vallée de Moorea, ils se préparent souvent ensemble à prendre le large. Après une expérience dans le tourisme, le fils est sur le point de devenir pêcheur professionnel. Il travaille dur pour acheter un bateau. Son rêve d'enfant est là, face à lui, dans l'océan. J'ai toujours voulu être pêcheur. Depuis petit, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé déjà à pêcher par derrière mon père et puis jusqu'à présent. On ira plutôt du côté de Hapiti, un endroit où ça sera beaucoup plus calme pour pouvoir pêcher. Mais aujourd'hui, on fait de la pêche au thon. On pêchera au caillou, la pêche au caillou. Et il faut avoir déjà la technique pour pouvoir cibler le poisson et puis il faut trouver la profondeur et tout. Cette complicité filiale a décidé de mémoire une cartographie de Moorea et ses zones de pêche. Ses trous à thon, ses courants contraires et le silence du vent. Il y a bien sûr la technique, mais aussi toute une science. Au moment où ça monte, ça change de couleur. Tu as deux couleurs différentes, hein. Tu as le blanc et le rose. Tout ceci n'est pas dans les livres, l'oralité tient une place centrale et le regard appuyé des jeunes sur les gestes des anciens a valu apprentissage et surtout désir d'être. Aloy et Warren sont à eux l'histoire de bien des familles polynésiennes. La mère fournit des arbres généalogiques où le sensible et l'inné écrivent l'histoire des générations. Son oncle aussi, il lui a appris à pêcher. Il m'a appris à moi aussi, il a appris à Warren, j'ai appris à Warren. C'est inné entre nous pêcheurs. Hein. C'est inné. Tu as travaillé longtemps la terre, toi aussi? Oui, je travaille la terre, je fais la pêche, tout. Et Warren, devenir pêcheur professionnel, ça te fait plaisir qu'il ait choisi cette voie-là? Oui, c'est... Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Pêcheur, un métier exigeant, où le jeu des éléments, le soleil, le sel, la mer, éreintent les corps. Puis il y a l'incertitude. Aujourd'hui, le père et le fils choisissent un trou à thon. Le vol des oiseaux est prometteur, mais... Pêcheur, c'est aussi une religion de philosophes. Le rapport au temps dessine des caractères entre attente et espérance, le roulis des âmes marines. Oui, il faut avoir de la patience. Et puis là, on a eu un mordage et puis on a perdu le poisson. Mais c'est pas partie perdue. Cultiver donc son jardin dans ce que la vie a de plus âpre. Le spectacle de la nature est richesse, dit-on, parce que les métiers de la terre et de la mer, vécus de manière artisanale, ne font pas les fortunes. Mais il y a autre chose, le sentiment de fidélité au rêve d'enfant et la beauté du monde à qui veut se donner la peine. À Moorea, il y a un amour de la vie dans toute la vérité de la lumière. Là, par exemple ici, je suis toute seule dans mon coin là. Hein, et puis je suis entouré que des arbres. Hein, je suis en pleine nature. Quoi. Mon fils, il a le contact facile avec les gens. Et il a la facilité de parler avec les gens. Et le fait qu'il va rester ici sur cette terre, à vos côtés, pour toi c'est du bonheur? Ah oui, la famille à côté, c'est que du bonheur. Trouver sa voie, ce fut pour le père le chemin de la terre, pour le fils ce sera le siège de la mer. Il n'y a pas plus grande vie que de devenir ce que l'on est, de père en fils.
L'information principale de ce 16 mars, des manifestants battront le bitume demain pour demander le retrait de la contribution pour la solidarité, le gel de l'ITR et le retour de la CST au taux précédent. Ils réclament aussi une augmentation des salaires et des pensions face à l'augmentation du coût de la vie. À la une de Tahiti Info, demain, votre quotidien titre sur les tensions sur le RSPF en pleine réforme du financement de la PSG. À suivre sur votre antenne, Patient Outre-mer qui vous embarque à bord de Nukuhau, puis en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, Hugo Clément vous expliquera où finissent vos vêtements usagés. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit sur La Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.